Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien aura tout fait subir à nos compatriotes du Sud. Même l'ex-puissance coloniale n'a pas fait pire. Et je reste mesuré. Cela avait commencé avant même la concrétisation de l'indépendance. Ceux qui avaient fait main basse sur la victoire des Algériens sur l'oppresseur allaient concocter avec lui des accords et des traités secrets qui ont permis à l'ancien colonisateur de se livrer, dans le plus grand secret, rappelons-le, à des essais nucléaires et à des essais bactériologiques et chimiques. Où et dans quelle région seriez-vous tenté de me demander? Au sud, pardi, au Sahara, là où l'on peut tout se permettre dans ces solitudes perdues, dans ces contrées désertes, mais pas si khali que ça, pas si déserte que ça, puisque des millions de nos compatriotes y vivent depuis toujours. Mais la force brutale, la pratique du secret et le musellement de la presse naissante allaient le permettre. La France coloniale avait de toute façon déjà testé sa première bombe atomique à Ergen le 13 février 1960, l'opération Gerboise bleue. Lors d'une autre opération, le 1er mai 1962, un grave accident nucléaire a eu lieu à Ain Ekr, qui provoquera de très nombreuses contaminations et des répercussions sur la faune et la flore, des décennies durant, sans plus de précision. Accident dont les répercussions ont été laborieusement étouffées. 4 essais nucléaires aériens à Ergen et 12 autres essais nucléaires auront lieu sur le même site d'Ain Ekr, après l'indépendance. Après l'indépendance. Et la couverture du nouveau régime algérien fera tout pour que ça se fasse dans la tranquillité. D'autres essais et exercices militaires de nature chimique et bactériologique, par le biais de multiples vecteurs, ont eu lieu à Oued Namous, sur la base militaire B2 Namous. Nous ne savons rien de leur véritable ampleur. Ils se compteraient par centaines, des plus petits aux essais de grande ampleur. Nous ne savons rien non plus sur les conséquences, sans doute graves, subies par la population, la faune et la flore, parce que les rapports ont été classés secret défense par la France, avec la connivence, la complicité et le silence du régime algérien. Mais qu'importe, n'est-ce pas, puisque ce n'étaient là que des populations sahariennes, placides et pacifiques. Et il ne serait pas étonnant du tout, par ailleurs, que ces populations, cette faune et cette flore, aient été sciemment utilisées comme champ expérimental, autrement dit comme des cobayes. Rappelons que le site d'Oued Namous, où étaient stationnés dans le plus grand secret des troupes et des experts de l'armée française, est considéré comme l'un des plus grands sites des essais chimiques et biologiques du monde, après une base russe. Des matériels et des produits contaminés y ont été enfouis sans que le régime algérien n'ait été rendu destinataire d'une copie des plans d'enfouissement. Rappelons aussi que c'est sur ces mêmes sites que les généraux putschistes des années 90 allaient créer des camps de concentration où ils allaient interner des milliers d'islamistes ou de supposés islamistes. Et ainsi donc, le régime algérien, qui usait de la mémoire collective et de la colonisation comme d'un juteux fonds de commerce pour anesthésier les foules et récupérer à son compte la guerre de libération nationale, n'en entretenait pas moins une criminelle complicité
avec le même colonialisme contre ses propres citoyens qu'il livrait pieds et poings liés à une expérimentation de masse, dont le plus grand secret, bien sûr. Mais l'exploitation, l'oppression et le déclassement de nos compatriotes du Sud n'allaient pas se limiter à ces crimes contre l'humanité. Aussitôt l'indépendance arrachée par le peuple algérien, le régime allait adopter, à l'endroit des populations du Sud, une attitude de colonisateur à coloniser. Et alors que le très riche sous-sol du Sud allait devenir la première, et d'ailleurs la seule, ressource économique pour tout le pays, les seuls Algériens, les seuls, qui allaient en être presque totalement privés, sont ceux-là même qui auraient dû en profiter le plus, nos compatriotes du Sud. Alors que le nord du pays allait bénéficier de structures en tout genre, usines, écoles, universités, établissements sanitaires, routes et rentes de tout genre, et en tout genre, toutes très mal entreprises et très mal réalisées par ailleurs, le Sud allait être totalement négligé. Et même en termes d'emploi, dans les pléthores d'entreprises d'exploration, d'exploitation, d'acheminement et de transport des hydrocarbures, des centaines de milliers de nos compatriotes allaient être recrutés, généralement et malheureusement par le biais de la cooptation clanique, régionale, tribale, au moment où les gens du Sud allaient en être presque totalement exclus. Même les postes de femmes de ménage, de gardiens, de chauffeurs allaient leur être refusés, même si pour la forme et pour mieux les diviser, quelques années plus tard, une politique chafouine de recrutement de petits fonctionnaires, de petits enseignants et autres chauffeurs allait servir à en embaucher quelques-uns parmi eux. Mais pour l'emploi, comme pour le logement, comme pour les infrastructures, ils allaient être victimes d'une véritable ségrégation, d'une véritable discrimination sur leurs propres terres ancestrales. Et pire encore, après avoir épuisé presque toutes les ressources hydrocarbures et après la chute brutale de leur prix, une autre manne allait être découverte, une possibilité d'exploitation du gaz de schiste, qui présentait néanmoins un risque majeur de pollution des nappes d'eau profondes, le plus grand potentiel d'eau douce du monde, mais cela n'arrêta pas ce régime malgré la très forte mobilisation des habitants de Ain Saleh, où eurent lieu les premières explorations expérimentales. Heureusement pour le Sud, le régime a dû y renoncer provisoirement parce que ses partenaires occidentaux avaient considéré que cette aventure n'était pas rentable, du moins pour le moment. Et ainsi, après avoir pillé les ressources de pétrole et de gaz, après avoir ravagé le paysage saharien, après avoir privé les populations autochtones de leurs propres ressources, ce régime s'apprêtait à ravager, à dévaster de façon irréversible le seul avenir qui leur restait, celui d'une eau douce, d'une réserve gigantesque d'eau douce dont ils sont privés jusqu'à ce jour. Mais la colère gronde désormais. Sous ces latitudes, plus rien ne sera comme avant. Les Algériens du Sud sont déterminés maintenant à ne plus se laisser opprimer et à revendiquer leur part de leurs propres ressources. Il va falloir compter avec eux désormais.
Sud algérien, le désert des oubliés. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Anis Al-Qama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Merci pour l'invitation et puis salam Azoul, je salue tous les téléspectateurs. Merci. Hassan Hirish, analyste politique. Hassan, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs et à vos invités. Merci. Et je suis content qu'il y ait un psychologue sur le plateau parce que l'Algérie en a grandement besoin. Et moi, je plaide pour que les consultations psychologiques soient remboursées par la sécurité sociale en Algérie. Parce qu'avec tout ce que le peuple algérien a enduré, il faut un processus de réparation. Thérapeutique. Ça doit être vraiment quelque chose sur lequel on doit se battre tous. Oui, peut-être faudrait-il aussi penser à doter le régime de psychiatres. Ah, mais ça, pas seulement les deux. Je suis sérieux, hein. Je suis très sérieux. Ceux-là, il faut carrément les mettre à Blida et à comment ça s'appelle, l'hôpital Sidi Chahmi, l'Athmania. Fernan à Tizi Ouzou. Fernan, voilà. Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Aziz Mouatz qui est avec nous en Skype normalement. Très bien. Yahya Bonouar est avec nous. Yahya Bonouar, journaliste. Yahya, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et évidemment, je salue vos téléspectateurs et les invités. Merci. Yahya, nous allons commencer par vous, en attendant de pouvoir joindre Aziz Mouatz, parce que vous avez vous-même couvert, je me rappelle, il y a quelques années, vous étiez en Algérie, vous vous étiez rendu exprès pour ça, pour couvrir le mouvement des chômeurs de Ouargla. Et vous êtes de ceux, des journalistes, qui ont découvert la triste, la choquante réalité des choses au Sahara, cette discrimination absolument atroce. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, Yahya Bonouar? Oui, avec plaisir. J'ai été en 2011-2012, quand il y a eu le mouvement des chômeurs du Sud. Donc j'ai sillonné le Sud, Larouat, Ghardaya, Al-Mnia, Ouargla, Ain Amidas, Hassim Saoud, et plus au sud, Adrar, Taman Rasset. J'ai soutenu ce mouvement et j'ai vu la différence qu'il y a entre le nord et le sud du pays. Et j'ai vu surtout une prise de conscience chez les jeunes qui commençaient, certains étaient partis à Alger une fois dans leur vie et ils ne comprenaient pas où était l'argent du pétrole et du gaz qui était sous leur maison, et ils ont compris quand ils ont été à Alger et qu'ils ont vu Hedra et Club des Pins, ils ont compris que l'argent qui était sous leur maison, il était à Alger et eux en étaient privés. Vous avez dans votre édito raconté, expliqué cette Hagra. Et puis donc en 2011, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, il y a eu ce mouvement. Et ils demandaient juste du travail. Hein, c'est des chômeurs qui demandaient du travail. Mais ils ont pris conscience qu'ils étaient des citoyens de seconde zone, qui n'avaient pratiquement aucun droit. À ce moment-là, je crois que Sellal était Premier ministre. Et il a fait une visite et il a promis Mont et Merveille. On parle de 2011, nous sommes en 2021, 10 ans après. Et évidemment, rien n'a changé. Aujourd'hui, ce sont les plus démunis. Mais ce qui change, par contre, c'est qu'en 2011-2012, l'Algérie avait encore de l'argent et le Sud recevait les miettes qui étaient distribuées dans le Nord. Aujourd'hui, il n'y a plus. Le Nord ne reçoit plus rien. Il n'y a plus d'argent, ils ont tout dilapidé. Et le Sud ne reçoit même plus les miettes. Et donc on entre dans un cycle de misère. Évidemment, c'est plus dur au Sud qu'au Nord, mais aujourd'hui, les gens du Sud sont les premiers à protester, à manifester leur colère, à dire que c'est plus possible de continuer comme ça. Mais au Nord, c'est pas mieux.
Il n'y a plus rien. Oui, mais pendant des années, voire pendant des décennies, Yahya, moi aussi j'ai été au Sud. Je me rappelle avoir fait un reportage qui m'a été refusé par le journal Liberté, je me rappelle très très bien. On m'avait même reproché de monter les Algériens les uns contre les autres parce que j'avais tout simplement écrit ce que j'y avais vu. Mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça. oui, oui, exactement. Mais qu'est-ce qui explique que les gens dont les richesses sont sous leurs pieds, sur leur terre, puissent être privés du minimum? Ça veut dire d'un simple boulot, d'un simple logement. Un boulot qu'on donne à des gens qui sont ramenés de très loin, du nord, de l'est, de l'ouest, d'un peu partout du pays, mais qu'on leur refuse. Des logements qu'on construit sur leur terre, mais qu'on leur refuse. Des climatiseurs qu'on ramène un peu pour tout le monde, sont pour eux. Une électricité trop chère. Et ils sont obligés de souffrir une chaleur absolument incroyable, à vivre sous des tôles de zinc. Moi, j'ai vu par exemple le Haïcha à Hassim Saoud, ce bidonville, c'est incroyable. Des gens qui vivent sous des tôles ondulées en plein juillet, en plein août. Pourquoi cette discrimination et pourquoi nos compatriotes du Sud ont tellement supporté tant de temps toute cette discrimination? Je ne pense même pas que c'est une discrimination voulue. On a un régime militaire, vous avez dit, le régime militaire a signé des accords avec la France, il a accepté les essais. Ce n'est pas un régime qui est là et qui a comme souci de satisfaire les besoins primaires de la population, qu'elle soit au sud ou au nord. C'est un régime qui est là, qui a le pouvoir pour le pouvoir et qui ne pense pas dans ses préoccupations d'aller voir. Normalement, on commence par les plus démunis. Quand on est en responsabilité, quand on est au pouvoir, on commence par les plus démunis. Les riches n'ont pas besoin d'un président de la République, ils sont riches. Les riches n'ont pas besoin de Hirak, ils sont riches. Tout ça, on le fait pour les plus démunis, les plus défavorisés d'entre nous. Mais cette conception de la politique, elle n'existe pas. Vous avez en face des militaires, leur seul souci, c'était et puis ramener des civils qui leur servaient de façade civile, qui eux, leur souci c'était de s'en mettre plein les poches à l'abri des militaires. Et donc on n'a jamais eu, peut-être quelques années comme ça, mais on n'a jamais eu des gens dont le souci était d'améliorer la vie des plus défavorisés et des plus démunis. Et les plus défavorisés et les plus démunis d'entre les Algériens, ce sont les gens du Sud, ceux qui ont la richesse sous leurs pieds. Donc c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Quand on a des régimes qui n'ont pas de légitimité, qui ne cherchent même plus la légitimité, qui s'imposent par la force, qui ont une vision sécuritaire de la politique et non pas une vision sociale, économique, culturelle, juste sécuritaire, arrêter ceux qui parlent, mettre en prison ceux qui parlent, et puis voilà, le problème il est réglé. Là, vous voyez ce qu'ils font. Mais c'est même pas aujourd'hui, je vous dis. En 2011, quand vous dites que les gens du Sud ont accepté et n'ont rien dit, c'est pas vrai. Ils ont parlé en 2011, ils ont parlé en 2004, il y a eu des mouvements de protestation en 2004, évidemment les médias n'en parlaient pas, mais il y a toujours eu des mouvements de protestation, vite étouffés, il y a toujours des gens qui servent le régime, l'Ayan, ils vont voir les chefs de tribus, qui calment les gens, mais ils ne viennent pas régler le problème après. Voilà, ils se sont calmés, on passe à autre chose. Et restez avec nous, Yahya. Alors, mes chers amis, nous allons d'abord regarder une image diffusée par la télévision française au sujet des essais nucléaires. Nous allons en parler un petit peu parce que ça vaut le détour. Nous allons voir cette histoire de radioactivité. 1962, Michel de Soubré, jeune appelé de 20 ans, s'envole pour l'Algérie. Nous partons de Nancy vers une destination inconnue. Il ignore tout alors des essais nucléaires français dans le Sahara. Quand on a su qu'on n'était pas dans une unité combattante, on était tous contents. On s'est dit au moins on ne va pas aller se faire tuer ou tuer des gens. Mais on était loin de savoir ce qui risquait de nous arriver, qui nous est arrivé d'ailleurs. L'accident nucléaire du 1er mai 62. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives. Pour les actualités de l'époque, tout va bien, mais elles ne montrent pas la suite. Nous étions dans cet axe-là, à une dizaine de kilomètres. À 11 heures, on a vu la montagne devenir toute blanche, derrière nous, là, sans bruit, sans rien. Et là, on a vu
un nuage noir sortir de derrière la colline, là. Et puis là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui a raté. Et puis le vent nous l'a amené sur nous. C'est l'accident. Ce jour-là, la radio ne répond pas. Et les 9 militaires sans combinaison restent 3 heures dans le nuage radioactif. Puis, déboussolés, ils avancent vers la montagne. Invité à revenir sur le site avec des scientifiques, Michel raconte. En arrivant au point zéro, il trouve des hommes équipés de combinaisons et de masques à gaz en pleine manœuvre. Les gars en blanc, là, les gars du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, ou je sais pas quoi, En train de prendre des prélèvements. Voilà, faire des prélèvements, prendre des mesures. Et qui nous ont crié à travers les masques, foutez le camp, vous fermez le Oui, c'est dangereux. Michel, lui, n'est pas malade. Mais de la lave radioactive a été projetée sur la colline en face. Les Français, avant de partir, ont juste jeté du sable sur ces pierres hautement toxiques. Un geste dérisoire face au danger. Quand on remonte jusque là-haut, on voit des failles tout le long de la montagne. Il y a la possibilité aujourd'hui, c'est d'entrer d'eau dans ces fissures et de contamination. Car quand il pleut, l'eau polluée coule jusqu'au village. Depuis 50 ans, il y a urgence à décontaminer. Ça coûte cher. Donc, on doit faire appel à la communauté internationale pour que tous les essais, les sites d'essais nucléaires dans le monde entier soient gérés de la même manière, parce que ça présente un danger pour l'humanité tout entière. La radioactivité qui se trouve sur ce site ne commencera à... C'est quand même incroyable, hein, Hassan. Alors, des essais avant l'indépendance, dont la première bombe atomique, Gerboise bleue, puis une quinzaine, entre 12 et 16 essais nucléaires aériens et au sol, nucléaires, hein, et des centaines de tests bactériologiques, d'essais bactériologiques et chimiques, du plus petit vecteur, ça veut dire depuis un lance-roquette par exemple, jusqu'à un lance-missile, jusqu'à une bombe souterraine, jusqu'à des bombes qu'on largue depuis un avion, des centaines d'essais chimiques et bactériologiques, dont on ne sait rien. Peut-être même que les populations civiles, la flore et la faune ont été prises à dessein comme cobayes. Un champ d'expérimentation à ciel ouvert. C'est possible. Il n'y a rien. Même les matériaux et les matériels et les produits qui ont été enfouis, ils n'ont pas remis de copie des plans d'enfouissement. On ne sait même pas où sont enfouies les choses qui ont servi à ces essais. C'est quand même incroyable. Les officiers algériens ont tué ça. Oui, ils l'ont tué. Le régime boumediene a participé à ça. Oui. Donc, bien évidemment, il y a la responsabilité... Jusqu'en 78. Oui. C'est jusqu'en 1978. La responsabilité de la France est évidente, mais la responsabilité du régime Ben Bella Boumediene est aussi évidente. Et je trouve qu'elle est encore plus criminelle, parce que c'est leur pays. Et ils nous mentaient, ils nous cachaient. Absolument. Ouais. Parce que pendant qu'ils disaient aux opposants, oui, vous êtes manipulés par la France, vous êtes les alliés de la France, etc., eux, ils signaient des contrats, eux, ils laissaient faire ce genre de crimes contre Ils assuraient la garde. Absolument. Avec l'armée algérienne, ils clôturaient les champs d'expérimentation. C'est pour ça que notre ami, je ne sais plus comment ça, ton prénom, Anis, c'est pour ça qu'Anis dit qu'il faut que la France paye, oui, mais pas seulement la France. Il faut qu'on prenne les trésors accumulés par tous ces gens du boumedienisme, du Ben Bella boumedienisme, qui ont accumulé des sommes colossales. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises ici sur cette antenne, vous et vos invités, avec toutes les sommes colossales qu'ils ont investies à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, etc. Eh bien, ça doit servir tout cet argent-là, plus celui, effectivement, qu'on doit arracher à la France, doit servir non seulement à décontaminer, parce que ce n'est pas encore décontaminé, mais à indemniser, à procéder à des réparations pour ces populations totalement démunies, complètement marginalisées, complètement exclues, à laquelle on n'a pas fourni l'école, on n'a pas fourni les infrastructures, on ne les a pas associés à l'indépendance de l'Algérie, au peu que le régime a laissé aux autres Algériens. Alors que les richesses étaient sous leurs pieds, sur leur terre absolument, ancestrale. Absolument. Et la meilleure manière
de leur enlever ces richesses-là, il y en a deux. C'est un, d'empêcher le peu qui étaient scolarisés d'avoir des postes d'autorité, oui. Et deux, de les empêcher d'être scolarisés, oui. De les priver d'études universitaires et des études scientifiques et des études aussi de sciences sociales pour qu'ils puissent avoir des postes d'autorité. Ça, on les a privés de façon... on les a privés sciemment. On les montrait que dans un cadre de folklore pour dire qu'ils soutiennent le régime. On fait applaudir quelques-uns, les pauvres, qui ne savaient même pas pourquoi ils applaudissaient. On nomme quelques notables en chèche au Parlement. Eux-mêmes, ils ne savaient même pas exactement qu'est-ce qu'on leur demandait, qu'est-ce qu'ils faisaient, à quoi ça servait, tous ces rituels de la nomenclature du régime. C'est absolument criminel ce qui s'est passé. On peut encore en parler. Moi, j'ai fait quelques missions à Ouargla, Hassim Saoud et El-Merk, dans les bases justement pétrolières et gazières. J'ai vu les discriminations. J'ai vu comment ces gens-là étaient complètement en marge, qui étaient là comme des étrangers. Plus ils avaient la peau noire, plus ils exprimaient leur identité amazigh, plus ils parlaient de leur localité, plus ils étaient considérés comme des sous-hommes, comme des sous-algériens. C'est absolument un scandale. Et merci, M. Benchenouf, de revenir là-dessus, parce que c'est un sujet sur lequel on doit revenir de façon permanente. On ne peut pas accepter que des frères à nous, des Algériens comme nous, puissent comme ça être marginalisés par le fait du prince. Ce que vous avez montré, c'est l'un des visages hideux de la colonisation. Et ils sont nombreux. C'est l'un des aspects les plus sombres de l'histoire de la colonisation. D'ailleurs, nous ne sommes pas le seul à l'avoir vécu. Il y a la Polynésie française aussi. Il y a d'autres pays où il y a eu des essais, principalement la Polynésie et l'Algérie pour les essais nucléaires français. Le plus choquant, comme dit camarade Hassan Hersh, c'est que ce régime-là qui s'est targué d'être nationaliste plus que les opposants, d'aimer l'Algérie plus que les opposants, qui parlait du FLN, qui se disait dépositaire de l'histoire des martyrs avec la soi-disant légitimité révolutionnaire qu'ils n'ont pas totalement en réalité, ont laissé faire le colonialisme hideux dans cette forme la plus destructrice et dans la forme la plus ravageante de la colonisation. Et il y a eu un fait divers qui est passé un peu sous... où on aurait pu en parler aussi en Algérie si nous avions des gens réellement qui étaient réellement nationalistes. Il y a un vent de sirocco qui avait ramené du sable du désert algérien, ça s'est passé l'année dernière. Oui, jusqu'en Europe. Jusqu'en Europe, oui. Jusqu'en France, et dans une espèce d'ironie de l'histoire, d'un retour de l'histoire. Un retour de battant, ils ont parlé de ces vents-là et de ce sable-là radioactif. Ce qui est triste, c'est qu'on est obligé d'attendre que les Européens puissent être confrontés à ce genre de choses pour en parler. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de notre responsabilité, de ce qu'on doit faire ensemble, peut-être aussi avec des pays, avec la Polynésie, avec d'autres pays, pour pouvoir faire valoir le droit des pays du Sud qui ont subi le joug colonial et qui ont subi ces destructions-là coloniales, pour faire en sorte que la France prenne ses responsabilités. Parce que la France a pris ses responsabilités par rapport à d'autres communautés liées à la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas rentrer dans le détail, mais tout le monde sait à peu près de quoi je parle. La France a pris ses responsabilités par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Europe, mais elle ne prend pas ses responsabilités par rapport à nous. Pourquoi? Parce qu'elle a mis en place un régime où elle a en tout cas soutenu tout ou partie un régime qui s'est mis en place plus tard. Elle a soutenu des pratiques coloniales qui se sont mises en place à partir de 62, et ce dont vous avez parlé, avec des gestions parfois d'apartheid territorial ou d'apartheid régional. Et la France a une totale responsabilité dans ce genre de scandale humanitaire,
de maltraitance des pays du Sud. Et ce dossier-là, il n'est pas prêt d'être fermé. Parce que je veux qu'il y ait, en tout cas je suis sûr que ça ne va pas arriver avec ce régime, mais un jour il faudra faire des études épidémiologiques, essayer de comprendre est-ce qu'il y a des cancers, est-ce qu'il y a des maladies liées. Ce genre de travail n'a pas été fait. Déjà, on a tout mis sous le tapis. Pour apporter de l'eau à votre moulin, Oui. pourquoi le régime algérien ne demande-t-il pas aujourd'hui une copie des plans d'enfouissement des matériels et des matériaux contaminés? Pourquoi ne demande-t-il pas avec exactitude un rapport sur ce qui a été entrepris, là où se trouvent les régions, les endroits les plus contaminés, qui n'ont pas été décontaminés, au moins qu'on prenne des dispositions préliminaires. Et c'est ça le plus important, Il y a parce même qu'ils ont pas beau parler, dire dans le Parlement ou manipuler quelques hurluberlus et leur faire dire que voilà, nous voulons une repentance coloniale, des excuses. Ouais. Oui, ça mais coûte rien, ça. la chose la plus importante, c'est ce qui est pragmatique, c'est-à-dire Absolument. c'est les destructions de populations, la mise en danger de notre population à travers ça, mais il y a aussi d'autres scandales que peut-être nous ne connaissons pas. La gerboise bleue, bon, c'était difficile de couvrir ça et de ne pas le montrer, enfin, c'était assez visible. Oui. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres questions qui ont été enfouies, comme on a enfoui la radioactivité, à partir de 62. Absolument. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir, et je vais le dire très clairement, viennent de la promotion Lacoste. Et parce que la France, avec la promotion Lacoste, a mis en place des personnes, n'ayons pas peur de dire les choses clairement, loyales à la France. Et tous ceux qui se sont réellement rattachés, entre autres Ahmed, mais d'autres, Khidar et d'autres personnes qui sont réellement attachées à la nation algérienne, Boudiaf et d'autres personnes, se sont retrouvés dans l'exil. Celui qui a écrit l'hymne national algérien, Moufdi Zakaria, est mort en Tunisie. Donc, quel exemple plus flagrant pour montrer que ce régime-là, et le régime actuel en est la continuité, est un régime antinational. Et pour en revenir, dernier tour de micro sur cette question, mais ce n'est pas fini, nous y reviendrons autant de fois qu'il le faudra. Yahya Bonouar, aujourd'hui il n'y a presque plus de pétrole et de gaz, il n'y a presque plus. Dans quelques années, on ne suffira même pas aux besoins locaux, aux besoins domestiques. Ça veut dire le pétrole et le gaz, surtout le gaz, qu'on pourra encore exploiter, servira à peine à couvrir les besoins algériens. Entre-temps, les Sahraouis, les Sahariens, nos compatriotes du Sud, ont été privés de cette grande zerda, ni université, ni route digne de ce nom, ni centre de formation, ni infrastructure, ni logement, ni etc. etc. Qu'est-ce qu'il faudra entreprendre maintenant, Yahya Bonouar, pour essayer de rétablir un tant soit peu, même si c'est un peu trop tard, j'allais dire, les gens du Sud dans leurs droits les plus légitimes, j'allais dire. Un gouvernement démocratique. On revient au Hirak, les revendications du Hirak. Bâtir un gouvernement, des institutions, un président, un gouvernement, un parlement légitime, élu par les Algériens et qui aura pour principal souci d'améliorer la vie des Algériens. C'est ce que refuse le régime militaire depuis 1962. Et on en est encore là. Chaque fois, ils tiennent 5, 10 ans, et puis quand les Algériens se révoltent et qu'ils veulent, ils refusent. Et on rentre dans une gestion sécuritaire, et dans une gestion de la répression. Et ils espèrent, là pareil, ils espèrent que les Algériens vont se taire pendant 10-15 ans et qu'ils les laissent. Tant qu'il n'y aura pas en Algérie un gouvernement qui rende des comptes à ceux qui l'ont élu, un gouvernement des Algériens, des institutions des Algériens, ils continueront à se préoccuper. Ils ont bâti Club des Pins, mais pas Orgla. Ils ont bâti les camps de vacances et les hôtels et les centres pour les militaires. Dans chaque région militaire, vous avez des hôtels où vous allez manger pour quasiment gratuit quand vous êtes un militaire, mais ils ne se sont pas occupés de Tamnas. Quand vous êtes un gradé, généralement officier supérieur, les centres de repos, les thermes, les cures thermales spéciales militaires, ce n'est pas pour les simples troufions, c'est pour les hauts gradés et leurs familles. Et leurs familles.
Et puis les Algériens, ils sont contre-fiches, disons la vérité, aussi bien au nord qu'au sud. Au sud, c'est beaucoup plus dur parce qu'ils vivent au nord. Donc au nord, ils ont mis un petit peu parce qu'ils y vivent, mais au sud, ils sont contre-fiches, ce n'est pas leur problème. C'est un poids pour eux. S'ils pouvaient se débarrasser des gens du Sud, ils le feraient, sauf que c'est là-bas qu'il y a le peu de richesse qui nous reste. Donc il y a vraiment urgence à bâtir un État démocratique avec des institutions et avec des gens qui sont élus par le peuple et qui donc vont s'occuper des problèmes du peuple. C'est ce qu'a posé le Hirak depuis 2 ans et demi et c'est ce que refusent obstinément les généraux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc on risque d'aller vers quelque chose je ne sais pas, mais en tout cas pas quelque chose de bien. Si on n'arrive pas, et si les militaires, les généraux n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un moment où c'est fini, vous avez pillé, vous avez pris. On parle d'un pays où ils prennent 10 milliards de dollars de budget pour les militaires. On ne sait même pas ce qu'ils font avec. C'est incroyable. Alors que vous avez vu, les gens il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux alors qu'il y a une pandémie, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'argent, c'est la misère totale. Pendant que eux, ils se gavent et ils ne peuvent pas dire que les Algériens se taisent, ce n'est pas vrai. À aucun moment les Algériens ne se sont tus. À chaque fois qu'ils ont parlé, ils ont eu en face la répression. Et restez avec nous. Alors Hassan, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer, je ne sais pas, de créer une sorte de synergie avec nos compatriotes du Sud dans un cadre hiérarchiste pour qu'eux, ils adhèrent massivement et que nous portions à leur secours aussi, pour que tout le pays prenne à bras-le-corps ce que les gens du Sud sont en train de subir et qui est réellement atroce. Dans ces latitudes où, en ce moment, il fait 50 degrés, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de logement digne de ce nom, où il n'y a pas de route. C'est absolument incroyable. Ah oui, c'est le no man's land. Moi, je retiens ce que vient de dire Yahya Benouar. C'est évident qu'un système démocratique, réellement démocratique, pourrait déjà parvenir à entrevoir un certain nombre... Mais ce n'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, à entrevoir des solutions. Lequel système démocratique doit être revu aussi, parce que dans un système centralisé comme la France, ce sera toujours Alger qui va décider pour Tamanrasset, pour Timimoun, pour Janet et compagnie. Donc il faut un système totalement décentralisé avec une démocratie de proximité, c'est-à-dire où les régions pourront avoir leur véritable pouvoir, comme ça se fait en Italie, comme ça se fait aux États-Unis, en Allemagne, etc., dans les grands pays. C'est-à-dire il faut que nous sortions non seulement du système français colonial, au niveau idéologique, au niveau de la répression, etc., mais même au niveau des institutions. Parce que l'Algérie a souffert aussi, les Algériens ont souffert du fait qu'on a repris telles quelles les institutions jacobines de la France. Donc, évidemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire les institutions qui avaient produit de la violence institutionnelle, à partir du moment où on les reprend telles quelles, ça produit de la violence institutionnelle. D'où aujourd'hui des gens comme Rabah Karesh qui parlent des problèmes justement, qui voulaient se solidariser, qui parlaient des problèmes concrets que vivent les gens du Sud. Quelle est la solution que le régime Tebboune a trouvée? C'est de le coffrer, c'est de le mettre en prison. Dont nous rappelons qu'il est le correspondant du journal Liberté à Tamanrasset. Absolument. Quand on voit les jeunes qui ont été arrêtés cette semaine en Kabylie parce qu'ils proposaient, autour de Hamou Boumdine, autour de Hussein Azem, autour de Naïd Chebib, etc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent seulement qu'on revoie sérieusement les fondations de l'État, qu'on bâtisse une autre architecture que celle qui a broyé les Algériens et que Alger ne décide pas tout, qu'au niveau local et régional, que les enfants de ces régions-là puissent prendre en main leur destin. Et le service à rendre aux gens du Sud, pour répondre à la question, donner des informations comme celle-ci,
faire de temps en temps, comme vous venez de le faire, M. Benchenouf, et je suis vraiment heureux que ça se passe sur Al Maghribia, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule télévision algérienne où on peut s'exprimer librement, où on peut déterrer les problèmes algériens que les autres veulent enterrer. Donc c'est à nous ici de le faire. Donc nous solidariser concrètement, inviter les associations des gens du Sud, valoriser leur patrimoine. Je rappelle, par exemple, moi je suis allé plusieurs fois à Tamanrasset. C'est un musée à ciel ouvert. Sur des centaines et des centaines de kilomètres, on trouve des gravures rupestres. Aujourd'hui, on retrouve des graffitis, des machins, etc. Et jamais les walis, jamais les responsables militaires de la région, de la police, de la douane, etc. n'ont bougé le petit doigt pour sauvegarder ce patrimoine de l'humanité qui date depuis des milliers d'années et qui pourrait être une ressource extraordinaire pour les gens du Sud lorsque l'avènement du système dont parle Yahya Bounoir va advenir. Anis. Je trouve que le Sud cristallise vraiment toutes les problématiques algériennes de manière très visible. Il y a la question de la gestion, la mauvaise gestion, donc avec son aspect social et son volet aussi de redistribution. Il y a aussi l'utilisation de la rente pour pouvoir fidéliser, comme vous l'avez dit, des chefs locaux, etc. Ça cristallise la question identitaire, la question de la prédation occidentale et des questions géopolitiques liées à l'Afrique du Nord, et plus globalement liées à la balkanisation de l'Afrique, puisqu'on peut parler aussi des Touaregs, et j'espère qu'on va en parler en détail, et aussi l'approche sécuritaire et les œillères que mettent les généraux, la bande de généraux qui tient l'armée, pour pouvoir gérer ça. Je trouve que ça fait un cocktail détonnant, et c'est pour ça que aussi je vous remercie d'avoir fait cette émission-là, parce que c'est réellement important de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe dans le Sud, parce que souvent, la gestion catastrophique, l'ostracisation de populations est le terreau d'énormes problèmes. Et on l'a vu avec les Touaregs au Mali. Ce n'est pas le seul exemple. Là, on fait le tour de l'Afrique, le Biafra au Nigeria, etc. Il y a toujours des problèmes liés à l'ostracisation d'une population qui va ensuite servir de terreau à toutes les prédations occidentales. Et on connaît toutes les ressources minières, d'uranium qu'il y a dans le Sud. C'est non seulement les matières stratégiques, les terres rares, les matières stratégiques. C'est non seulement un musée à ciel ouvert, mais c'est aussi des ressources incroyables. C'est-à-dire des ressources à ciel ouvert aussi, bien sûr. Et on a vu tous les scandales par rapport à l'or, à l'exploitation de l'or avec la société australienne. Finalement, c'est une malédiction pour les gens du Sud. En fait, on parle ils sont les seuls à ne pas en avoir profité. Ça se fait tomber sur eux toutes j'allais dire, toutes les combines. Les malédictions, oui. Les malédictions, c'est finalement... Et justement, ce problème-là, pardon, je ne sais pas si tu veux... ces problèmes-là, s'ils sont gérés de manière sécuritaire, avec des œillères sans prendre en compte l'avis des populations locales, est un cocktail explosif. Et je reviens juste à ce que disait Hassan. Les 10 plus grands pays au monde, l'Algérie étant le 10e plus grand pays au monde, les 9 premiers sont gérés de manière fédérale. Absolument. Parce qu'en réalité, on ne peut pas gérer une étendue de territoire. Les besoins en matière d'électricité, d'eau, ne sont pas les mêmes à Tamanrasset qu'à Alger. Ce n'est pas possible. Nous sommes bien sûr égaux en droit, et ça c'est important de le préserver. Encore faudrait-il que ça soit la réalité dans le terrain. Mais les besoins, lorsqu'il fait 50 degrés à l'ombre dans le sud, ne sont pas les mêmes qu'à Alger ou à Tizi Ouzou ou à Annaba ou à Ouaran. Il y a un bémol que j'aimerais apporter personnellement. J'allais rebondir juste sur la solidarité. Allez-y. Oui. Pour répondre à votre question par rapport à la solidarité, il faut toujours inclure dans toutes les démarches, j'ai été partie prenante de NIDA 22 par exemple, dans toutes les démarches, les personnes qui sont dans le sud. Il ne faut pas qu'ils sentent que quelque chose se fait sans eux. Oui. Parce qu'en réalité, et on a une part de responsabilité, il y a un petit microcosme algérois suffisant, arrogant parfois par rapport, il faut faire l'autocritique aussi, par rapport aux populations du sud. Il y a un entre-soi qui se fait, pas que à Alger bien sûr, dans les grandes villes du nord et entre les populations du nord, et ça participe à ce ressentiment que peuvent avoir les gens. Il ne faut pas avoir une logique
de folklorisation des populations du Sud. Ils ont exactement les mêmes besoins que nous, ils ont exactement les mêmes aspirations que nous. Moi, je m'indigne à chaque fois contre le cliché fait des populations du Sud. Ils sont calmes, ils aiment bien faire leur musique, ils sont tranquilles sous leur tente. Non! Les jeunes du Sud, maintenant, sont davantage scolarisés, vont davantage à l'université, et on s'en félicite de tout cela. Et ils ont des aspirations qui sont celles des jeunes de 2021. Qui sont des aspirations de travail. Ils sont pourtant les gens du Sud, malgré la grande misère endémique dans laquelle ils vivent. Ils sont patients, mais la patience, c'est les populations où il y a moins de haraga. Oui, oui. Ils sont très attachés à leur terroir, espace, bien sûr. alors qu'ils sont dans la misère la plus noire. Je finis juste sur un petit point, je laisse la main. Comment dire, le mouvement des chômeurs est très symbolique et très, pertinent pour analyser la crise dans le Sud. Le mouvement qui a commencé en 2011, qui a pris forme en 2013, qui s'est aussi inscrit avec Mouhad Gasmi, qui est en prison, et on souhaite sa libération la plus rapide possible. C'est le plus ancien détenu du Hirak. Et ce n'est pas anecdotique que le plus ancien détenu du Hirak soit du Sud. Parce qu'il y a une espèce de paranoïa du régime algérien, une espèce de gestion sécuritaire qui est largement plus exacerbée dans le Sud. C'est des villes coffre-fort. Voilà, mais c'est des villes garnisons aussi. C'est des villes garnisons. En même temps. C'est-à-dire que Ouargla, Béchar et d'autres régions. C'est des villes garnisons parce que c'est leur coffre-fort. Voilà, et parce que justement, le cliché, je veux vraiment tordre le cou à ce cliché que les populations du Sud ne se mobilisent pas. Allez vous mobiliser dans des villes garnisons où vous prendrez un coup de matraque dès que vous sortirez. On se déplace avec des passes, comment on dit, des laissez-passer. À Tin Zawatin, un jeune est mort parce qu'ils avaient besoin d'eau. Oui, parce qu'il a voulu traverser des manifestations. Moi, ça m'avait réellement choqué. Et je tiens à le dire, et je tiens à faire la critique de la classe militante. On n'a pas assez fait par rapport à ça. Il y a des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau dans le Sud. Et certains ont tendance à l'oublier. Moi, ce que je voulais juste rajouter, parce que Yanis a dit vraiment, a dressé un tableau de la réalité du Sud. Il a complété totalement votre éditorial, M. Benchinouf. Ce qu'il faut rajouter, c'est que des officiers, justement, de ces garnisons, organisent de la contrebande, de la drogue, de la devise, des produits pharmaceutiques, de la cigarette, des armes. Et il l'incombe aux populations en plus, c'est ça le pire. Absolument. C'est qu'il l'incombe aux populations. Et quand quelqu'un les gêne politiquement, et hop, on le prend, on l'accuse d'être justement dans ces réseaux de contrebandiers que eux-mêmes non seulement ils contrôlent, ils fabriquent. Il fabrique, il recrute, etc. Et il paye, ainsi de suite. Donc, le scandale, effectivement, des régions du Sud, avec tout ce que ces populations vivent, et là, on ne parle que des hommes, on ne parle que des jeunes. Alors, imaginons les femmes enceintes, imaginons les femmes malades, imaginons les enfants qui naissent avec des problématiques justement dues aux essais nucléaires, aux essais chimiques, etc. Ça, on n'en parle pas. Il faut que vous invitiez le docteur Mohamed Hussein Ait Mohamed, qui est un ami que vous avez invité. Lui, il a travaillé dans le Sud. Lui, il sait ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Et vous venez de me le rappeler parce que c'est un ami. C'est un ami et j'aurais pu m'en rappeler. C'est vrai qu'il a été longtemps dans le Sud. Comme médecin, y compris militaire. À dire par rapport justement à la santé des gens du Sud qui est absolument catastrophique. Alors, Yahya Bonouar, tout à l'heure vous avez parlé de 10 milliards de dollars de budget, au moins 10 milliards de dollars, au moins. Dépensé par l'armée dans la plus totale opacité. Personne ne sait comment est dépensé cet argent, personne n'a droit de regard, qu'une petite clique qui dépense cet argent comme elle le veut. Mais le problème est que, avec autant d'argent, est-ce qu'on n'aurait pas pu non seulement prospecter, mais exploiter ce fameux Albien profond qui se trouve dans le sud, avec notre frontière avec la Libye, qui est l'une des plus grandes réserves d'eau douce du monde. L'équivalent de... C'est dommage que j'ai oublié de ramener le petit mémoire que j'avais fait.
6 000 milliards de mètres cubes. Je peux juste donner une information là-dessus. Oui. J'étais en mission pour Vinci à Ouargla parce qu'il y avait un problème d'eau usée qui rentrait dans la nappe phréatique. Donc ils ont appelé les Américains, les Allemands et les Français pour résoudre ce problème. C'est un énorme problème. Et donc ils ont travaillé pendant des années. Ça a coûté énormément d'argent en devises. Et j'ai fait le retour Ouargla, Hassim Saoud, Alger, Paris, avec un ingénieur de la Lyonnaise des Eaux qui a été dans cette région-là pour le contrôle. Donc, il ne faisait pas partie des entreprises que j'ai citées. Il a été recruté par l'Algérie pour contrôler leur travail. Au retour, qu'est-ce qu'il me dit? Et je finis là-dessus. Il me dit, monsieur Iresh, quand il a vu que j'étais assez critique avec le régime, etc., il s'est lâché. Il me dit, vous savez, cette ville, ce que vous avez fait là, vous auriez dû construire une autre Ouargla. À quelques kilomètres, ça aurait coûté 10 fois, 20 fois moins cher et ça aurait résolu les problèmes de façon définitive. Et en plus, l'eau que vous avez sous Ouargla peut remplacer les usines de dessalement pour toutes les villes, les grandes villes du Nord pendant au moins un siècle, pendant au moins 100 ans. Voilà. C'est dire, hein? Voilà. C'est dire. On rend un abat toutes les grandes villes. C'est ça les inaptocraties, les médiocraties qui ne savent rien faire. Aucune planification. Voilà. Juste oui, merci pour la précision. Quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors, j'aimerais lire un petit message que m'a envoyé mon ami Adel Jabbar, justement au sujet de ce... Alors, avec 6 000 milliards... Adel Jabbar, notre ami qui a l'habitude de venir chez nous, avec 6 000 milliards de mètres cubes d'eau enfouis dans le ventre de ce vaste territoire, des ressources minières qui frisent le scandale géologique, 2 millions de kilomètres carrés, très faibles, etc. Alors, une réserve de 6 000 milliards de mètres cubes. Découvert. Oui. Non, et de l'Albien. C'est ça. C'est-à-dire sans compter ailleurs. On ne sait pas. Découvert. Je peux donner une information? Oui. Je ne sais pas si... Allez-y, ok, je peux prendre la parole. Et en réalité, ça ne serait même pas inventer l'eau chaude parce que Kadhafi l'a fait en Libye. Oui, il a fait l'un des plus grands... Nahar al-Kabir. Oui, voilà, Nahar al-Kabir, la rivière artificielle. C'est la même nappe. C'est la nappe de l'Albien, oui, voilà. Oui. Et la Libye a... Et il avait remonté du sud vers le nord. Ils ont encore plus largement de problèmes que l'Algérie, parce que la Libye, c'est l'un des rares pays au monde où il n'y a très quasiment aucune rivière. Oui. Ils ont fait remonter l'eau. Ça a coûté cher, mais c'était un investissement. Absolument. Et l'investissement fait que maintenant, à Tripoli... Toute la Libye... Non, je vous donne juste un exemple. Oui, je parlais, s'approvisionne de vous vous souvenez de la dernière fois, je vous disais le cadre de vie est meilleur à Tripoli alors qu'elle est en guerre. Un exemple, à Tripoli, il n'y a pas de coupure d'eau. Voilà. Et en réalité, au lieu de faire des projets farfelus comme le barrage vert, comme ce genre de choses, et de mal le faire aussi. C'est surtout ça. Oui, de mal le faire. L'idée est bonne. La transsaharienne. Bien sûr, mais c'était juste de la propagande. Éviter que le désert remonte sur nos terres, etc. Il fallait être plus pragmatique. Pourquoi la Libye, et on dit de Kadhafi que c'était un faux, etc. Sur certains aspects, c'est vrai qu'il était borderline, pour parler en psychologie, et bien sûr dictateur, mais un pays comme la Libye a réussi à le faire. Donc, ce que nous racontons ici dans les émissions sur la nappe de l'Albien et sur son importance, non seulement dans la consommation actuelle, mais il y aura des enjeux à échéance de 20-30 ans, des enjeux d'eau sur le niveau international. Absolument. Et des enjeux dans lesquels l'Algérie peut avoir une option par rapport à l'eau et le vendre à un prix très cher. Exporter de l'eau. En plus de l'exploitation locale. Alors justement, Yahya Bonouar, cet argent qui a été dépensé par l'ANP, par l'état-major plutôt algérien, dont on ne sait même pas à quoi ça a servi, je ne sais pas combien la somme globale, elle doit dépasser les 200 milliards de dollars. Si cet argent avait servi dans ce projet de l'Albien profond qui se trouve au sud, il aurait transformé le Sahara en vaste jardin et il aurait définitivement mis fin au problème d'eau potable dans tout le pays. Pourquoi on ne nous dit rien sur ce méga projet qui a été carrément éclipsé, mis de côté, dont personne ne parle? D'abord, sur le budget militaire,
savez que cette année, c'est 10 milliards, mais il y a eu des années où c'était plus de 14. Dans le budget de l'État algérien, qui est voté au Parlement, chaque ministère, il y a 4-5 pages avec budget fonctionnement, budget investissement, budget... on détaille un petit peu. Pour le ministère de la Défense, il y a une ligne, budget du ministère de la Défense, et en face, le chiffre. Tout le reste, personne ne sait, donc c'est pour répondre à la question, bien sûr que personne ne sait, dans le budget de l'État algérien, sur le budget de tous les ministères, ils détaillent un petit peu, le minimum, le ministère de la Défense, c'est une ligne, voilà le chiffre, et puis ça ne vous regarde pas. Après, qu'est-ce qu'ils font de l'argent? À quoi il sert? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un budget de 10, 14 milliards? Peut-être que 5, ça suffit. Peut-être que 6, ça suffit, ou 3. Et il faut qu'on en discute. Mais il n'y a jamais eu de discussion en Algérie, de dialogue autour de nos besoins militaires. Puisque c'est les militaires qui décident, c'est eux qui nous donnent ce qui nous reste. Ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre et puis ils donnent au chef, voilà. Le reste, c'est pour vous, alors que normalement, c'est l'inverse. On en revient toujours. Il faut qu'on sorte d'un régime militaire pour aller vers un régime politique, civil, qui contrôle le travail des militaires. Bien sûr, on a besoin d'une armée, mais elle doit être contrôlée. Les Algériens vous donnent de l'argent. C'est quoi vos besoins? On estime vos besoins, et puis on vous les donne, et puis à la fin, on contrôle. C'est l'inverse qui se passe en Algérie. Tous les ministères sont contrôlés, sauf le ministère de la Défense, et ainsi de suite. Alors, pour vous dire, est-ce que cet argent aurait servi dans le Sud? Évidemment que cet argent aurait servi dans le Sud. Évidemment que les milliards de dollars qui sont partis en corruption, et puis vous les voyez, ils sont en prison, auraient servi à développer le Sud et le Nord. Et donc, on est dans un non-État. Et aujourd'hui, la situation, elle est qu'on a un régime illégitime, il y a des institutions, un président illégitime, une constitution illégitime avec moins de 20%, 13% qui ont voté, un parlement illégitime, un gouvernement illégitime, et la crise perdure et se poursuit. Et on a en face, vous l'avez vu aujourd'hui, des généraux qui se font la guerre et qui s'envoient, chacun envoie l'autre en prison, et puis je te mets en prison, et puis tu me mets en prison, et on met en prison aussi les civils, et on met en prison aussi les hiérarchistes. Voilà, on est dans une situation kafkaïenne de folie. Personne ne pense, d'entre eux, ne pense à bâtir l'État algérien, à partir sur quelque chose de nouveau. Le Hirak l'a proposé, le Hirak est venu pour ça. Eh bien, tous les hirakistes ils vont en prison et on ne pense pas à partir de nouveau. On se fait la guéguerre. Des généraux, 30 généraux ou officiers de l'armée qui sont en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette armée, elle est pourrie. Quand vous avez 30, ils le disent eux-mêmes, c'est qu'ils sont des pourris, 30 qui sont. Et il y en a autant qui sont sortis, qui étaient en prison et qui sont sortis. Donc c'est quelque chose de pourri. Il faut arrêter tout ça. Il faut que tout ça... Restez avec nous, Yahya Bounoir. Vous m'avez tendu naturellement la perche. C'est le sujet prochain, donc l'armée, arrestation. Je ne savais pas. Pardon? Je ne le savais pas. Bah oui, ça tombe bien, ça tombe à pic. Alors, donc, on vient d'arrêter ce monsieur qui s'appelle Abdelhamid Ghriss, général-major, un autre qui va en prison. C'est l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Et donc, il a été... Alors, tenez-vous bien et attachez vos ceintures, parce que là, c'est le secret de polichinelle qui vient d'être divulgué. Il a été inculpé d'enrichissement illicite, d'abus de fonction, de détournement de deniers publics. On aurait pu le deviner sans... On aurait pu le deviner. Et alors, ils sont une trentaine de généraux-majors, y compris, on a eu de Tawfiq, on a eu une Zar contre lequel on a lancé un mandat d'arrêt international avant de changer d'avis, de lui envoyer un avion présidentiel, de lui dérouler le tapis rouge. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez pu imaginer seulement? J'imagine que vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Seulement, imaginez qui est en train de faire tout ça. En tout cas, certainement pas Tebboune. Certainement pas Chenguereha.
qui est à la manœuvre, qui est en train d'envoyer les uns après les autres en prison, et même de les traiter de Bédissia Nofambaria, d'avoir voulu semer la guerre civile entre les Algériens. Une autre fois, on nous dit non, 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 on les envoie en prison parce que ce ne sont pas des Bédissia Nofambaria. Hassan, est-ce que vous avez compris quelque chose à ce qui se passe? Très honnêtement, je pense comme Yahya Bonouar qu'à partir du moment où l'armée algérienne n'obéit pas à l'autorité civile légitime et qu'ils sont entre eux, à un moment ou un autre, étant donné l'égocratie qui habite et qui est la culture collective de ce corps d'État, eh bien, à partir de là, il va de soi qu'il va y avoir des rapports de force, de qui va détenir le pouvoir réel, de qui va maîtriser les circuits financiers, les circuits de toutes sortes. Et on a vu même qu'ils sont mêlés à de la drogue dure. On a vu les fameuses 701 kilos de cocaïne à Oran. Là, récemment, encore 490 kilos. Voilà. Donc, et quand tous les analystes des circuits de drogue, ils nous disent que quand on attrape dans les filets une quantité de drogue, ça ne représente que 10% de ce qui circule. Absolument. Donc c'est absolument monstrueux, c'est absolument effrayant. Donc à partir du moment où il y a tous ces trafics-là, où toutes ces influences, tous ces rapports de force, tout cet argent mal acquis, qui est évidemment pris dans les deniers de l'État ou bien de façon complètement malsaine. Et donc les uns, évidemment, tirant au maximum par rapport aux autres, à un moment, ça finit par exploser. D'autant plus qu'il n'y a pas une culture démocratique, il n'y a pas une culture d'intérêt véritablement du pays. On l'a vu depuis 1962. Le régime militaire tient le haut du pavé. Ils ne se sont jamais intéressés aux intérêts du pays. Donc, c'est les intérêts de clans. Parce que dans une structure comme celle-là, forcément, il y a des clans qui Je vais se ajouter forment. de l'eau à votre moulin, Hassan, Oui. un élément particulièrement important dont les Algériens ont beaucoup souffert, c'est celui des liquidités. Oui. La masse monétaire en circulation. Oui. 60% au moins de cette masse monétaire serait hors du contrôle de l'État. Vous imaginez, la monnaie, c'est un élément de souveraineté. Parce qu'il y a beaucoup de trabandis, de trucs voilà, qui c'est ça. appartiennent à l'État, qui appartiennent à l'armée. C'est les barons de Le drogue. square, le square pour Saïd à Alger, là où on échange la monnaie, ça se fait en face de la police. De la police, voilà. c'est connu. En face du tribunal. Le plus grand centre de change de devises étrangères en Algérie, au Square, Port Saïd, se fait au vu au sud de tout le monde, des échanges des centaines Très de probablement millions de en dollars Afrique. par mois. Très probablement en Afrique. Probablement. Très probablement en Afrique. Et ça aussi, pourquoi, par exemple, la question que je pose, pourquoi n'ont-ils pas opté pour un changement de monnaie, pour pouvoir recouvrer le contrôle sur la monnaie? Est-ce que ce sont les mêmes? Ben oui. Est-ce que c'est parce que Ils ce vont sont pas se eux? faire harakiri. Ah, voilà. Ben oui, c'est ceux qui contrôlent justement ces circuits de devises. De devises et de dinars. Oui, Oui, mais ça va ensemble. Oui. Ça va ensemble parce qu'en fait, à la place du square, justement, il y a des caisses et des caisses de dinars, des caisses de devises, de dollars, des euros, etc. Et on échange, et de façon à permettre, évidemment, c'est ça qui est le plus important, à les exporter vers l'Europe, vers les États-Unis, vers les pays d'Orient. C'est une vraie mafiocratie, autrement dit. Pour qu'ils s'achètent des villas, pour qu'ils s'achètent des biens, pour qu'ils préparent évidemment des avenirs sûrs pour leur le repli progéniture, éventuel. pour former leurs enfants dans les universités françaises, etc. Et pendant Ça, ce temps-là- ça se fait sur le compte des Algériens. C'est les Algériens qui payent. Oui, bien, C'est pas un bien- problème. bien Les évidemment. bourses, c'est pas fait pour les chiens. Oui, hein. donc juste pour résumer, on assiste non pas à un problème politique, mais à un problème à la fois psychologique et financier. Financier, on vient de le dire, psychologique, parce que tout simplement, c'est le règne des égos. C'est à qui va démontrer sa force, c'est-à-dire à qui va réparer sa faille narcissique
en montrant ses muscles. Et donc, forcément... Et là, c'est le psychologue vous écoute. Parce que c'est vrai, Anis, on est en train de voir qu'ils sont en train de s'entre-dévorer. C'est devenu un système anthropophage. Ils se cannibalisent, mais on ne sait plus qui est à la manœuvre, qui est le maître du jeu. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un trio? Est-ce que c'est une clique? Est-ce que c'est un clan du régime? Si oui, lequel? Personne ne peut s'y retrouver. C'est un jeu d'échecs. On ne sait plus ce qui se passe. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est tellement fluctuant ça. que les maîtres du jeu d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain et qui ne sont plus ceux d'hier? Comment expliquez-vous ce qui est en train de se passer? Moi, je citerai la célèbre citation de Lord Acton qui dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est des personnes qui sont réellement dans une vision mégalomane, dans une vision... Mais effectivement, c'est psychologique. Après, enfin, on part dans des délires mégalomanes. Quand on se dit que j'ai sous mon sol autant d'argent, j'ai l'armée, j'ai ce pouvoir-là, bah, ils se permettent tous les travers. C'est une gabegie totale dans la gestion. Après, par rapport au clan, etc., on ne peut pas le savoir formellement. Et, parce que ce régime a toujours cultivé l'opacité. Et même de grands analystes internationaux n'arrivent pas toujours à savoir ce qu'il y a dans la boîte noire algérienne. Après, il y a des signes. Il y a quelque chose qu'on peut situer de l'ordre d'un rééquilibrage, voire même d'une reprise en main de la part du clan Toufiq et Nzar. C'est assez clair. Moi, je ne crois pas une seconde que Nzar sera jugé, malgré ce qu'il est dit. C'est de la poudre aux yeux pour moi, parce que Nzar est réellement une boîte noire du régime depuis l'indépendance. Et la question la plus importante pour moi, c'est d'analyser ces guerres de clans à l'aune géopolitique et à l'aune des soutiens étrangers. C'est-à-dire que dans le bassin méditerranéen, il y a des prédations néo-ottomanes, turques, et il y a des intérêts français, il y a des intérêts russes, il y a des intérêts chinois. On le voit bien en Turquie qu'il y a des conflits entre les intérêts français et les intérêts turcs, qui s'expriment à travers la séparation Haftar et Congrès de Tripoli. Et je rappelle, pardon Anis, je rappelle que toute cette histoire qui vient de mettre M. Abdelhamid Gharis, l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense, en prison, la mèche a été vendue par l'adjudant-chef Germet Benouera, qui a été remis, qui était en Turquie, extradé par les Turcs, mais en fait, qui a été remis aux autorités militaires algériennes. Lorsqu'on lit de manière plus globale et plus géopolitique, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi Tebboune a insisté à donner des gages dans son discours dernier par rapport à la Turquie? C'est parce qu'il y a des intérêts des uns et des autres, et que Tebboune essaye de faire dans l'équilibre. Est-ce qu'on peut dire géostratégique ou géomafiotique? Non, en fait, c'est de la géostratégie de Comprador. Je l'avais cité une fois chez vous, j'ai utilisé le terme de bourgeoisie compradorienne. Je pense que c'est assez pertinent de l'utiliser parce que c'est des personnes qui bossent pour des intérêts, mais avec des officines étrangères. Et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que un rééquilibrage des forces dans le jeu des clans exprime aussi des rééquilibrages au niveau plus global et au niveau géopolitique. Parce que tous ceux qui pensent que... et d'ailleurs, la propagande du régime me fait rire quand ils ont Miskin Rabah Karesh, c'est ça. Quand il l'a emprisonné, Tebboune avait dit qu'il joue sur le feu, ou c'est un pyromane, voilà. Il a utilisé le terme, c'est un pyromane. Oui, il joue avec le feu. Est-ce que vous pensez, monsieur Tebboune, que les Américains ou que les Français, parce qu'on comprend ce qu'il veut dire, bien sûr qu'il y a des conflits avec le Maroc, etc., par rapport à la région Touareg, il y a des peurs de sécession par rapport à la région Touareg. Est-ce que vous pensez que les Américains ou les Français ont besoin de Rabah Karesh et du journal Liberté pour savoir ce qui se passe? Et il y a bien sûr des personnes qui sont en charge d'analyse. Il y a l'école de guerre en France qui est en charge d'analyser ce genre de situation. Il y a beaucoup de choses qui sont... La France avait une base, en plus de la base de Barkhane, mais elle avait une base aux frontières algériennes maliennes. Donc ils savent très bien ce qui se passe. Et les Américains ont une station d'écoute à Tamanrasset. Et à ce qui paraît, il y a aussi à Ben Ghardan en Tunisie quelque chose qui serait de cet ordre-là avec l'OTAN. Donc je finis juste sur ça, rapidement. Et en réalité,
il ne faut pas nous prendre pour des débiles lorsqu'on nous dit « ne vous inquiétez pas, Khatek ». La logique de Khatek, je m'en occupe. Nous savons qu'il y a des intérêts géopolitiques liés à l'uranium avec Areva, avec la France, avec les terres rares, avec l'or, les diamants, etc., qui sont hyper importants. Avec les Américains, du Sahel, je parle de la France, mais parce que voilà, la France occupe quand même pas mal d'espace dans notre région. Nous savons que ça peut être un terreau de danger. Je ne suis pas contre que l'armée puisse se préparer à ce genre de choses, mais il faut qu'il y ait un deuxième volet. En plus du sécuritaire, il faut qu'il y ait un volet qui intègre les populations locales. Et on ne peut plus gérer les choses de cette manière-là, uniquement sécuritaire. Alors, très vite, Hassan. Oui, très vite. Ce que je rajouterais, effectivement, j'ai également dit à chaque fois ici qu'il y avait des lobbies des pays qu'il a cités, mais il faut rajouter les civils aussi. Quand on a vu les aveux de Ouyahia, d'Ahmed Ouyahia, qui a reçu 60 lingots d'or de la part des Moyen-Orientaux, ça veut dire tout simplement que les juges, les ministres, les militaires, les procureurs... On dit qu'il avait exprès pour dire... Mais bien sûr. Pour dire que je ne suis pas le seul à avoir reçu des lingots d'or. Mais bien évidemment. Évidemment. C'était un système de façon de le faire chanter. D'ailleurs, voilà, juste après, on l'a mis dans une clinique privée. Voilà. Il est dehors. Et dernier mot par rapport à votre question de tout à l'heure, qui dirige, qui fait quoi, etc. On a au moins un début de solution. C'est que les généraux qui sont mis en prison faisaient partie justement des décideurs, faisaient partie des clans, et donc là, c'est des perdants. Et demain, on ne sait pas qui on sera. Sait pas. Voilà. Demain, on ne sait pas qui En tout cas, il y aura une Isaba qui traitera l'autre clan de Isaba. Voilà, le mot mas'oul, il est très intéressant en arabe. Oui. Parce que mas'oul yus'al. Et en réalité, si on ne revient pas à ce terme-là dans son étymologie mas'oul, c'est-à-dire yus'al, c'est la porte ouverte à toutes les... Voilà. On est responsable devant. C'est ça, mais mas'oul, on est questionné par rapport à son pouvoir. C'est-à-dire qu'on est questionné par le peuple et par les gens. C'est pareil quand on dit vous êtes responsable. Ça veut dire qu'on peut vous demander des comptes. C'est ça. Yahya Bonouar, avant de passer au dernier point, celui des incendies, vous avez une idée de ce qui tire les ficelles de ces incarcérations massives de généraux-majors, puis de leur libération, puis de leur élargissement, puis de la mise à leur disposition d'avions présidentiels, puis du déroulement des tapis rouges, les mêmes contre lesquels on envoie des mandats d'arrêt internationaux. Vous avez une idée de tout ce qui se trame, tout ce qui se tarabiscote derrière tout ça? Oui. Tout ça indique d'abord qu'il n'y a pas un chef incontesté. Quand il y a un chef qui est incontesté, tout cela n'arrive pas, on l'a vu, hein, quand Gaïd Salah était le chef, et avant lui, quand Toufir était le chef. Quand il y a un chef, tout le monde est aux ordres, et on n'a même pas besoin d'envoyer les gens en prison. Donc Chengriha n'est pas un chef, n'a pas la légitimité, n'a pas l'autorité, et donc on est dans une situation instable, où ils se mettent les uns les autres en prison. Un coup, c'est un clan, et puis un coup, c'est un autre clan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la boîte de Pandore ouverte par Gaïd Salah et son équipe, avec l'histoire de Bedissi à Novembria, elle a réussi, d'une certaine manière, un petit peu à diviser le Hirak, mais elle a aussi divisé les généraux, le clan des décideurs, et on en voit aujourd'hui, donc ça s'est retourné contre eux, on en voit aujourd'hui les résultats. Il y a par exemple encore un autre élément, après les arrestations au début 2020 de Wassini Bouazza, l'ancien chef de la DSI, puis de l'Eshkhem, il y a eu une accalmie entre les clans, Nazar qui pouvait revenir, Toufir qui sort, une espèce de, on resserre les rangs, on se soude tous ensemble contre le Hirak. Mais là encore, la fracture entre eux est très profonde et ça n'a pas réussi, ça ne marche pas. Et donc on revient et je t'arrête et tu m'arrêtes. Et quand ils arrêtent, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Wassini Bouazza, ils l'ont non seulement condamné à 16 ans de prison, mais ils l'ont dégradé. Et ça, c'est des messages. Au rang de simple troufion, simple soldat. Simple troufion.
Voilà, et ça, c'est des messages qui sont envoyés aux colonels, aux commandants, aux capitaines qui étaient dans leur camp. Et là, la reprise, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Ils sont tous d'accord sur une chose. Le régime, il est militaire, on ne donnera jamais le pouvoir aux civils parce que les civils, pour eux, ils nous considèrent comme des moins que rien. Mais par contre, entre eux, la fracture, elle est vraiment profonde et ils n'arrivent pas à se ressouder, ils n'arrivent pas à reformer. Quand il y aura, j'espère qu'il n'y aura pas, un nouveau chef qui va mettre tout le monde au garde à vous, tout ça va s'arrêter. Encore une fois, je vous rappelle, Gaïd Saleh a été chef d'état-major pendant 15 ans. Il a été ministre de la Défense pendant 7 ans. Je dis ministre de la Défense. Officiellement, il était ministre délégué de la Défense, mais réellement, il était ministre, puisque Bouteflika ne pouvait plus ni être ni président, ni ministre, ni rien du tout. Il était malade. Et donc, c'est compliqué de se débarrasser du clan de Gaïd Saleh comme ça. 15 ans chef d'état-major, 7 ans ministre. Et là, ils sont dans la guerre. Et la fracture entre eux, elle est, à mon avis, pratiquement irréconciliable. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut les affaiblir et qu'ils disparaissent et qu'ils rentrent dans leur caserne et qu'enfin le pouvoir revienne au peuple et que le peuple décide et élise ses propres représentants. Et nous allons aborder le dernier volet, mais nous allons avoir très peu de temps, 3 minutes à peu près, sur les incendies. Hassan, des incendies qui se déclarent un peu partout. Et tout le monde se rend compte aujourd'hui que l'Algérie manque cruellement du seul moyen vraiment nécessaire, les Canadair. Les militaires ont préféré acheter des avions chasseurs, bombardiers, des sous-marins, sauf des Canadair, parce que nous dit-on, la société Bombardier ne donne jamais de commission, parce qu'elle a un carnet de commandes sur 10 ans. Donc, il n'y a pas de Canadair, donc les incendies qui ravagent des forêts parfois millénaires, comme c'est le cas cette fois-ci à Khenchela. Alors c'est une catastrophe humanitaire, écologique, absolument effroyable. Les derniers écosystèmes qui restent dans cette Algérie, qui grignotés par le désert d'année en année, sont en train de partir en fumée. Comme vous disiez, des cèdres millénaires en Kabylie et dans les Aurès partent en fumée. Il y a même un charlot d'imam qui a dit oui, c'est bien comme ça parce que c'est haram, les cèdres c'est haram, il faut les remplacer par des palmiers. Oui, absolument. À Khenchela, justement, oui. Il a dit il faut les remplacer par les palmiers. Donc c'est dire que l'État algérien, de toute façon, ne s'est jamais préoccupé véritablement des problèmes de l'Algérie, que ce soit les eaux et forêts, que ce soit l'eau, que ce soit l'emploi, que ce soit toutes les crises morales, financières, économiques, monétaires, etc. Toutes les crises sont gérées comment? Sont gérées en emprisonnant ceux qui dénoncent ces crises, ceux qui proposent justement un minimum de solutions. Donc nous sommes en face effectivement de tragédies qui vont se multiplier de plus en plus. Et les incendies, non seulement il y a des dégâts humains, économiques énormes, mais au-delà des Canadiens, l'Algérie a officiellement 600 aéronefs entre les avions, les hélicoptères, etc., pour la gendarmerie, pour l'armée, pour les différents, pour la police politique, etc., les pompiers, mais rien au niveau des Canadair, parce que tout simplement, ça ne fait pas partie de leur pouvoir. Ce n'est pas un instrument du pouvoir. Voilà. Anis. Ouais, ça me rappelle une chanson de Garouabi, Choufou Massar fi bladi sha'al tannar. Et c'était très triste la chanson. Et quand j'ai vu ces feux-là, ça m'a toujours rappelé. J'aime beaucoup Garouabi d'ailleurs, par ailleurs. Information, Beljoud, information sortie hier. dit que donc l'État serait disposé à acheter ils n'ont pas dit clairement, mais un Canadair ou un amphibien pour pouvoir faire ça. Je dirais c'est-à-dire qu'ils ont attendu que pourquoi Pourquoi ils n'empruntent pas de chez les autres pays? Oui, mais en fait, il y a tellement de solutions, mais c'est des bras cassés, voilà. Là, ils ont attendu que la moitié des forêts de l'Est, avec des forêts millénaires, avec des ressources, encore une fois, des ressources que nous a donné le bon Dieu, qui finissent par être brûlées. Et j'espère que ce n'est pas une métaphore de l'Algérie en général. J'espère qu'ils ne vont pas brûler tout ce pays-là et attendre, et après
envisager un changement politique. J'espère que, avant qu'il y ait, pour faire une métaphore, avant que toute notre terre brûle, j'espère qu'on pourra dégager ce régime-là mafieux pour pouvoir la construire. Voilà. Il faut rajouter quand même la flore. Oui, bien sûr. Des animaux qui sont en voie d'extinction. Absolument. Et qui partent d'une façon absolument... Après la chasse des émirs qui ont décimé le patrimoine synergétique, voilà que... Effroyable. Alors, Yahya Bounoir, vous avez le mot de la fin sur les incendies, l'absence de Canadair. Oui, c'est un truc de dingue, quoi. Les incendies, c'est chaque année, quand il fait chaud, il y a des incendies partout, partout dans le monde. Là où il fait très chaud, il y a des incendies. Ne pas avoir 1, 2, 5, 10 Canadair en 2021, il faut être général pour ça, quoi. Voilà, et je termine. Merci Yahya Bounoir, merci Hassan Hirish, merci Anis. D'habitude. Merci, tout le plaisir est pour nous. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission et d'être avec nous comme à chaque fois. كما موالفين سلمية خوا خوا الأخير